This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording in French by Iswa. Essays in Radical Empiricism by William James, Section 14, Chapitre 8. La notion de conscience. Je voudrais vous communiquer quelques doutes qui me sont venus au sujet de la notion de conscience qui règne dans tous nos traités de psychologie. On définit habituellement la psychologie comme la science des faits de conscience, ou des phénomènes, ou encore des états de la conscience. Qu'on admette qu'elle se rattache à des moi personnels, ou bien qu'on la croie impersonnelle à la façon du moi transcendantal de Kant, de la Bewusstheit ou du Bewusstsein überhaupt de nos contemporains en Allemagne, cette conscience est toujours regardée comme possédant une essence propre, absolument distincte de l'essence des choses matérielles, qu'elle a le don mystérieux de représenter et de connaître. Les faits matériels, pris dans leur matérialité, ne sont pas éprouvés, ne sont pas objets d'expérience, ne se rapportent pas. Pour qu'ils prennent la forme du système dans lequel nous nous sentons vivre, il faut qu'ils apparaissent, et ce fait d'apparaître, surajouté à leur existence brute, s'appelle la conscience que nous en avons, ou peut-être, selon l'hypothèse panpsychiste, qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà ce dualisme invétéré qu'il semble impossible de chasser de notre vue du monde. Ce monde peut bien exister en soi, mais nous n'en savons rien, car pour nous, il est exclusivement un objet d'expérience, et la condition indispensable à cet effet, c'est qu'il soit rapporté à des témoins, qu'il soit connu par un sujet ou par des sujets spirituels. Objet et sujet, voilà les deux jambes sans lesquelles il semble que la philosophie ne saurait faire un pas en avant. Toutes les écoles sont d'accord là-dessus. Scolastique, cartésianisme, kantisme, néokantisme, tous admettent le dualisme fondamental. Le positivisme ou agnosticisme de nos jours, qui se pique de relever des sciences naturelles, se donne volontiers, il est vrai, le nom de monisme. Mais ce n'est qu'un monisme verbal. Il pose une réalité inconnue, mais nous dit que cette réalité se présente toujours sous deux aspects, un côté conscience et un côté matière, et ces deux côtés demeurent aussi irréductibles que les attributs fondamentaux, étendus et pensés, du Dieu de Spinoza. Au fond, le monisme contemporain est du spinozisme pur. Ou comment se représente-t-on cette conscience dont nous sommes tous si portés à admettre l'existence? Impossible de la définir, nous dit-on, mais nous en avons tous une intuition immédiate. Tout d'abord, la conscience a conscience d'elle-même. Demandez à la première personne que vous rencontrerez, homme ou femme, psychologue ou ignorant, et elle vous répondra qu'elle se sent penser, jouir, souffrir, vouloir, tout comme elle se sent respirer. Elle perçoit directement sa vie spirituelle comme une espèce de courant intérieur, actif, léger, fluide, délicat, diaphane pour ainsi dire, et absolument opposé à quoi que ce soit de matériel. Bref, la vie subjective ne paraît pas seulement être une condition logiquement indispensable pour qu'il y ait un monde objectif qui apparaisse. C'est encore un élément de l'expérience même que nous éprouvons directement, au même titre que nous éprouvons notre propre corps. Idées et choses, comment donc ne pas reconnaître leur dualisme? Sentiments et objets, comment douter de leur hétérogénéité absolue? La psychologie soi-disant scientifique admet cette hétérogénéité comme l'ancienne psychologie spiritualiste l'admettait. Comment ne pas l'admettre? Chaque science découpe arbitrairement dans la trame des faits un champ où elle se parque et dont elle décrit et étudie le contenu. La psychologie prend justement pour son domaine le champ des faits de conscience. Elle les postule sans les critiquer, elle les oppose aux faits matériels, et sans critiquer non plus la notion de ces derniers, elle les rattache à la conscience par le lien mystérieux de la connaissance, de l'apperception, qui pour elle est un troisième genre de fait fondamental et ultime. En suivant cette voie, la psychologie contemporaine a fait de grands triomphes. Elle a pu faire une esquisse de l'évolution de la vie consciente, en concevant cette dernière comme s'adaptant de plus en plus complètement au milieu physique environnant. Elle a pu établir un parallélisme dans le dualisme, celui des faits psychiques et des événements cérébraux. Elle a expliqué les illusions, les hallucinations, et jusqu'à un certain point, les maladies mentales. Ce sont de beaux progrès, mais il reste encore bien des problèmes. La philosophie générale, surtout, qui a pour devoir de scruter tous les postulats, trouve des paradoxes et des empêchements là où la science passe outre. Et il n'y a que les amateurs de sciences populaires qui ne sont jamais perplexes. Plus on va au fond des choses, plus on trouve d'énigmes, et j'avoue pour ma part que depuis que je m'occupe sérieusement de psychologie, ce vieux dualisme de matière et de pensée,
Cette hétérogénéité posée comme absolue des deux essences m'a toujours présenté des difficultés. C'est de quelques-unes de ces difficultés que je voudrais maintenant vous entretenir. D'abord, il y en a une, laquelle, j'en suis convaincu, vous aura frappé tous. Prenons la perception extérieure, la sensation directe que nous donnent par exemple les murs de cette salle. Peut-on dire ici que le psychique et le physique sont absolument hétérogènes? Au contraire, ils sont si peu hétérogènes que si nous nous plaçons au point de vue du sens commun, si nous faisons abstraction de toutes les inventions explicatives, des molécules et des ondulations éthérées par exemple, qui au fond sont des entités métaphysiques, si, en un mot, nous prenons la réalité naïvement et telle qu'elle nous est donnée tout d'abord, cette réalité sensible d'où dépendent nos intérêts vitaux et sur laquelle se portent toutes nos actions, eh bien, cette réalité sensible et la sensation que nous en avons sont, au moment où la sensation se produit, absolument identiques l'une à l'autre. La réalité est la perception même. Les mots murs de cette salle ne signifient que cette blancheur fraîche et sonore qui nous entoure, coupée par ses fenêtres, bornée par ses lignes et ses angles. Le physique ici n'a pas d'autre contenu que le psychique. Le sujet et l'objet se confondent. C'est Berkeley qui le premier a mis cette vérité en honneur. Esse est principi. Nos sensations ne sont pas de petits duplicats intérieurs des choses. Elles sont les choses mêmes en tant que les choses nous sont présentes. Et quoi que l'on veuille penser de la vie absente, cachée et pour ainsi dire privée des choses, et quelles que soient les constructions hypothétiques qu'on en fasse, il reste vrai que la vie publique des choses, cette actualité présente par laquelle elles nous confrontent, d'où dérivent toutes nos constructions théoriques et à laquelle elles doivent toutes revenir et se rattacher sous peine de flotter dans l'air et dans l'irréel, cette actualité, dis-je, est homogène, et non pas seulement homogène, mais numériquement une, avec une certaine partie de notre vie intérieure. Voilà pour la perception extérieure. Quand on s'adresse à l'imagination, à la mémoire ou aux facultés de représentation abstraite, bien que les faits soient ici beaucoup plus compliqués, je crois que la même homogénéité essentielle se dégage. Pour simplifier le problème, excluons d'abord toute réalité sensible. Prenons la pensée pure, telle qu'elle s'effectue dans le rêve ou la rêverie, ou dans la mémoire du passé. Ici encore, l'étoffe de l'expérience ne fait-elle pas double emploi? Le physique et le psychique ne se confondent-ils pas? Si je rêve d'une montagne d'or, elle n'existe sans doute pas en dehors du rêve, mais dans le rêve elle est de nature ou d'essence parfaitement physique. C'est comme physique qu'elle m'apparaît. Si en ce moment je me permets de me souvenir de ma maison en Amérique et des détails de mon embarquement récent pour l'Italie, le phénomène pur, le fait qui se produit, qu'est-il? C'est, dit-on, ma pensée avec son contenu. Mais encore ce contenu, qu'est-il? Il porte la forme d'une partie du monde réel, partie distante, il est vrai, de 6000 kilomètres d'espace et de 6 semaines de temps, mais reliée à la salle où nous sommes par une foule de choses, objets et événements, homogènes d'une part avec la salle, et d'autre part avec l'objet de mes souvenirs. Ce contenu ne se donne pas comme étant d'abord un tout petit fait intérieur que je projetterais ensuite au loin. Il se présente d'emblée comme le fait éloigné même. Et l'acte de penser ce contenu, la conscience que j'en ai, que sont-ils? Sont-ce au fond autre chose que des manières rétrospectives de nommer le contenu lui-même, lorsqu'on l'aura séparé de tous ses intermédiaires physiques et relié à un nouveau groupe d'associés qui le font rentrer dans ma vie mentale, les émotions par exemple qu'il a éveillées en moi, l'attention que j'y porte, mes idées de tout à l'heure qui l'ont suscité comme souvenir? Ce n'est qu'en se rapportant à ces derniers associés que le phénomène arrive à être classé comme pensée. Tant qu'il ne se rapporte qu'au premier, il demeure phénomène objectif. Il est vrai que nous opposons habituellement nos images intérieures aux objets et que nous les considérons comme de petites copies, comme des calques ou doubles affaiblis de ces derniers. C'est qu'un objet présent a une vivacité et une netteté supérieures à celle de l'image. Il lui fait ainsi contraste, et pour me servir de l'excellent mot de Taine, il lui sert de réducteur. Quand les deux sont présents ensemble, l'objet prend le premier plan et l'image recule, devient une chose absente. Mais cet objet présent, qu'est-il en lui-même? De quelle étoffe est-il fait? De la même étoffe que l'image. Il est fait de sensations, il est chose perçue. Son esse est principi et lui et l'image sont génériquement homogènes. Si je pense en ce moment à mon chapeau que j'ai laissé tout à l'heure au vestiaire, où est le dualisme, le discontinu entre le chapeau pensé et le chapeau réel?
c'est d'un vrai chapeau absent que mon esprit s'occupe. J'en tiens compte pratiquement